Yuya est un type obèse qui se fait maltraiter par sa famille parce qu'il le trouve laid. Cependant, tout change lorsqu'il découvre une porte secrète qui le transporte dans un monde où il obtient des compétences cheatées qui le transforment en chef de harem. Tout commence avec le gros ailé Yuya qui réfléchit à la manière dont il a été maltraité depuis son jeune âge en raison de son apparence esthétique désastreuse. Cependant, même s'il avait l'impression de ne pas être le bienvenu dans ce monde merdique, Yuya se sentait chanceux d'être né, car il y aurait probablement un moment où il pourrait aider une belle femme qui tomberait alors sous le charme de sa personnalité de gentil garçon. Eh bien, il s'avère qu'aujourd'hui est le jour où Yuya va briller alors qu'il trébuche dans une ruelle sombre où il voit un groupe de très mauvais hommes harceler une fille. Sans réfléchir une seconde dans sa grosse tête, Yuya confronte nerveusement le groupe de voyous pour laisser partir la fille. Alors que les hommes tournent leur attention vers Yuya, ils commencent immédiatement à rire et à se moquer de lui. Après avoir dit à Yuya qu'il a la carrure d'un garçon qui se touche en regardant des livres de cuisine, ils commencent à le frapper comme s'il était un gros cochon. Les voyous battent Yuya jusqu'à ce qu'ils entendent des voitures de police au loin, ce qui les fait fuir. La fille nommée Kaori essaie d'aider Yuya, mais à ce moment-là, il est tellement abattu par le coup qu'il repousse Kaori et rentre chez lui. En marchant, Yuya pense à son grand-père idiot qui lui a conseillé de toujours rester gentil avec les autres, car il faut du courage pour être un homme bien. À présent, Yuya réfléchit à la façon dont il sait qu'il est bâti comme un farceur de beignets, raison pour laquelle ses camarades de classe, ses parents et ses frères et sœurs ne l'ont jamais traité comme un être humain. Malheureusement, en grandissant, la violence à son égard n'a fait qu'empirer. En entrant dans sa maison vide et froide, Yuya pense à son grand-père décédé qui était le seul à le traiter comme une personne digne d'amour. Il lui conseillait aussi de rester fort face aux difficultés et de traiter ses ennemis avec gentillesse, car c'est la clé du bonheur. Bien sûr, Yuya réalise maintenant combien les conseils du vieil homme étaient de la merde, mais il reconnaît également combien son grand-père l'aimait. Après le décès de son grand-père, Yuya est devenu l'unique héritier de sa maison et de quelques biens, ce qui a bien sûr énervé ses parents qui voulaient que Yuya vive dans un camp pour maigrir. Heureusement, le grand-père de Yuya a engagé Harvey Specter, qui a veillé à ce que Yuya ne devienne pas sans abri après sa mort. À la suite de cela, les parents de Yuya l'ont complètement laissé tomber. Maintenant seul, Yuya gagne sa vie en nettoyant des tâches dans un restaurant Taco Bell. Le lendemain, c'est le jour de graduation de Yuya, mais bien sûr, il finit par se faire battre par une bande de brutes. Après avoir pris quelques coups de poing et de pied, qui heureusement ne coûtent pas de calories, Yuya retourne à son travail où il se fait réprimander par son patron. Yuya essaie de s'excuser, mais son patron lui dit de dégager car il a déjà trouvé un type pour faire son travail. Après être rentré chez lui, Yuya affronte son pire ennemi, à savoir son propre reflet. Voyant qu'il a l'air pire que le derrière rouge d'un babouin, Yuya devient tellement frustré qu'il commence à briser le miroir. Cependant, en faisant cela, Yuya finit par trébucher sur un passage secret. Au début, Yuya se demande s'il est entré dans la salle coquine de son grand-père, mais en y regardant de plus près, il trouve des objets étranges partout dans la pièce. Il se souvient ensuite de comment son grand-père voyageait à travers le monde et lui rapportait d'étranges cadeaux. Alors que Yuya continue d'explorer, il découvre une autre porte à l'intérieur de la pièce secrète. Soudain, un menu apparaît informant Yuya qu'il est maintenant dans un autre monde. Après avoir surmonté son choc initial, il étudie le menu plus en détail, réalisant que lui seul peut utiliser le portail vers cet autre monde. Remarquant divers titres présentés sur le menu, Yuya se rend compte que tout cela ressemble beaucoup à un jeu. Sa théorie est immédiatement prouvée correcte lorsque sa fenêtre de statut s'affiche montrant que toutes ses statistiques sont à un solide 1. Alors que Yuya explore ses environs inconnus, il se rend compte qu'il a en fait été transporté dans un autre monde. Sa curiosité le conduit bientôt à découvrir une lettre posée sur une table, mais il ne parvient pas à comprendre. Heureusement, le système lui accorde une compétence de compréhension linguistique lui permettant de lire le message. La lettre révèle que la maison dans laquelle il se trouve appartenait autrefois à un sage, et après le décès de ce sage, elle devait revenir à la prochaine personne qui la découvrait. Maintenant qu'il comprend qu'il est le nouveau propriétaire, Yuya examine davantage son environnement et découvre un tas d'armes. Il prend une épée, mais se rend vite compte que ce n'est pas un bâtonnet de mozzarella et qu'il doit faire attention. D'abord hésitant, Yuya devient bientôt impatient d'essayer les armes. Malheureusement, son jeu est interrompu par un ogre sanglant essayant de briser la barrière de protection. Bien que sachant que le monstre ne peut pas lui faire de mal, Yuya décide de faire preuve de courage et de confronter l'ogre, visant une lance sur lui. Avec ce seul coup, il élimine l'ogre sanglant et le système le récompense de ne pas avoir eu peur en lui donnant un peu d'argent. Le lendemain matin, Yuya se réveille avec des abdominaux d'acier comme s'il avait fait des planches depuis le ventre de sa mère. Sentant son ventre récemment aplati, Yuya conclut qu'il a dû perdre du poids après ce gros passage aux toilettes qu'il a eu la nuit précédente. Sans prendre la peine de vérifier son apparence en détail,
il se dirige dans le monde fantastique décidant de s'occuper des plantes du sage, car bêcher est un mode de vie. Après avoir passé des semaines dans sa maison d'un autre monde, Yuya retourne dans le monde réel pour son premier jour de lycée. Alors qu'il entre dans l'enceinte de l'école, tout le monde commence à chuchoter et à le dévisager comme s'il était Henry Cavill. Un jour en classe, ses harceleurs l'abordent en lui demandant s'il est un nouvel élève. Nerveux, Yuya leur rappelle qu'il est le même croisé du croissant qu'ils avaient l'habitude de harceler. Mais à son grand désarroi, il ne le croit pas. Déconcerté, Yuya se précipite aux toilettes et découvre qu'il est maintenant un utilisateur moyen de méthamphétamine. Après être sorti de sa classe, Yuya se retrouve confronté à ses méchants frères et sœurs, Yota et Sora. Cependant, avant qu'ils ne puissent avoir une conversation, Kaori sort de sa voiture et dit à Yuya que sa transformation est plus incroyable que celle de Nikocado Avocado. Yuya regarde Kaori incapable de l'identifier jusqu'à ce que Kaori remarque sa confusion et explique qu'elle est la même demoiselle que son ancien lui enrobé avait essayé de sauver à l'époque. Alors que les souvenirs de la veille reviennent à Yuya, il demande à Kaori comment elle connaît son nom. Kaori, étant secrètement une fan obsessionnelle, dit à Yuya qu'elle voulait le remercier pour son courage. Alors elle l'a fait enquêter. À ce moment, Kaori demande à Yuja s'il aimerait fréquenter l'académie Uze. Yuja et ses frères et sœurs sont bouche bée en entendant le nom de l'académie Uze. Il s'avère que l'académie Uze est une école super élitiste pour les gamins. Remarquant la surprise de Yuja, Kaori se présente et révèle qu'elle est membre du conseil étudiant. Tout à coup, le travesti de Kaori, Sébastien, annonce à la bande que Kaori est techniquement une gosse de riche car son père, Tsukasa, est le président du conseil d'administration de l'académie Uze. Elle dit aussi que lorsque Tsukasa a appris comment il avait sauvé sa fille, il voulait personnellement lui exprimer sa gratitude. Après avoir entendu tout cela, Yuja, en étant un perdant pathétique, dit à Kaori qu'il manque de charisme nécessaire pour être un étudiant dans une académie aussi prestigieuse. Soudain, Sora et Yota interrompent en disant à Kaori qu'elle devrait les laisser s'inscrire à l'académie Uze comme leur nouvelle routine. Bien sûr, Kaori les refuse immédiatement car c'est une snob qui ne veut que Yuja. Elle déclare également qu'elle les a fait enquêter et qu'elle connaît toutes leurs mauvaises actions, c'est pourquoi ils n'obtiendront jamais d'admission à l'école de son père. Kaori se tourne à nouveau vers Yuja et lui assure que l'académie Uze accueille les étudiants avec un caractère exceptionnel, c'est pourquoi il ne devrait pas s'inquiéter. Le majordome de Kaori en a finalement assez de cette conversation ennuyeuse et elle dit à Kaori qu'elle devrait simplement montrer à Yuja à quel point l'académie Uze est vraiment cool. Kaori accepte la suggestion et jette Yuja dans sa voiture tandis que ses frères et sœurs se sentent comme des PNJ. En arrivant à l'académie Uze, Yuja est escorté au bureau du président où le père de Kaori le salue avec une révérence humble et une gratitude sincère pour l'avoir sauvée. Fille, se sentant submergée par la gentillesse, Yuja essaie rapidement de minimiser ses actions, mais Kaori insiste sur le fait que, alors que tout le monde fermait les yeux, Yuja était le seul à agir. Tsukasa félicite Yuja pour avoir des yeux de chasseur et un bon caractère, puis il lui propose une place à l'académie Uze. Il ajoute que depuis qu'il a sauvé sa fille, il n'a pas à se soucier de contracter des prêts étudiants. Hésitant, Yuja demande si quelqu'un comme lui, un perdant autoproclamé, pourrait vraiment s'intégrer dans une académie prestigieuse pour les génies. Comprenant ses préoccupations, Tsukasa le rassure en lui disant qu'un génie est simplement quelqu'un qui trouve le moyen le plus efficace d'accomplir une tâche. Et avec les bons conseils, n'importe qui peut acquérir un tel talent. En entendant ces paroles pleines de sagesse, Yuja se souvient de son défunt grand-père. Le président suggère ensuite à Yuja d'observer l'académie pendant une journée pour voir si cela lui convient. À ce moment-là, Mademoiselle Rii entre dans le bureau, déclarant avec enthousiasme qu'elle adorerait enseigner à un chat d'1m80 comme Yuja. Tsukasa assure Yuja, qui est surpris, que même si Miss Rii pourrait avoir l'air de ne pas être à l'extérieur et croit au lait d'amande, elle est en fait une scientifique renommée et aimée par les étudiants. Réprimant ses insécurités, Yuja entre dans la classe de Mademoiselle Rii et devient instantanément le centre de l'attention. Cependant, en tant qu'ancien gourmand, Yuja devient nerveux sous le projecteur. Mademoiselle Rii intervient rapidement, disant aux spectateurs impatients d'essuyer leur bave et dirige Yuja à prendre la place du protagoniste, c'est-à-dire la dernière place près de la fenêtre. Après le cours, Yuja se retrouve submergé par la vague de questions de ses camarades. Se sentant étouffé par toute l'attention, il réalise que le privilège de la beauté peut vraiment être une malédiction parfois. Heureusement, un personnage secondaire nommé Ryo vient à son secours, l'invitant à se joindre à lui et à son ami Shingo pour déjeuner. Au cours d'un repas sincère, Yuja commence à ressentir un sentiment d'appartenance, entouré d'amis qui l'acceptent tel qu'il est. Encouragé par l'expérience,
Yuja exprime ensuite à Tsukasa son désir de rejoindre l'académie. Ensuite, Yuja passe un moment agréable avec Kaori dans un café local, marquant leur amitié croissante. Cependant, à la fin de la journée, Yuja retourne dans l'autre monde. Pour la première fois, il quitte la sécurité de la maison du sage et s'aventure dans la forêt mystérieuse. Peu de temps après, Yuja rencontre un monstre féroce attaquant une femme. Sans perdre de temps, Yuja saute pour affronter la bête, sauvant finalement la fille du danger. Quelques instants plus tard, Yuja trouve la zone entourée par un groupe de chevaliers. Sachant qu'il est un joli garçon maintenant, Yuja décide de fuir les lieux avant d'être assailli par le groupe de hommes. En rentrant chez lui, Yuja regarde ses vêtements et réalise qu'il n'en a pas tant que ça. Et comme il a des cours maintenant, il décide d'aller dans un centre commercial pour acheter de nouveaux vêtements. Comme sa chemise actuelle est un article qu'il a acquis de l'autre monde, Yuja note depuis la barre d'état comment sa chemise ne se salit jamais. Mais même alors, il ne veut pas ressembler à Elon Musk tous les jours. Alors, il se décide à acheter des vêtements de créateurs. Une fois ses divagations terminées, Yuja lève les yeux et trouve des hommes et des femmes le regardant comme s'il était Chico. Cependant, comme il a passé la plupart de ses années à se faire battre comme une piñata pour être obèse, Yuja se demande si tout le monde le regarde parce qu'il ressemble à un vieux chewing-gum mâché. Ailleurs, un homme à l'air négligé crie après un homme terrifié à propos de sa haine pour les fainéants comme Shu, le mannequin en devenir. L'homme nommé Hikaru devient de plus en plus contrarié à mesure que l'horloge continue de tourner et qu'il continue d'être en retard pour sa séance photo, qui a pour thème « Mon petit ami, sexy et moi ». Hikaru se tourne vers Miyu et lui présente ses excuses pour avoir pris trop de son temps. Maya, quant à elle, assure au directeur qu'il n'a pas à s'inquiéter. Cependant, la patience de Hikaru s'amenuise alors qu'il annonce à son personnel qu'il en a fini d'attendre Shu et qu'il va maintenant le remplacer par un homme quelconque du centre commercial. Pendant ce temps, Yuja se sent comme un petit ami perdu dans un magasin Sephora. Sans savoir quelle tenue choisir, Yuja est alors abordé par deux femmes ayant soif qui lui demandent s'il est disponible pour sortir avec elles. Après une minute d'hésitation, Yuja refuse fermement mais poliment leur invitation. Cependant, un regard sur ses sourcils luxuriants et les filles sont instantanément frappées. Yuja quitte les deux filles, qui décident de créer des montages de Patrick Bateman sur Yuja une fois qu'elles arrivent chez lui. Pendant ce temps, Hikaru commence sa recherche d'un modèle lorsqu'il aperçoit soudain Yuya et l'engage instantanément. Une fois le tournage commencé, Hikaru est captivé par le superbe look de Yuya. Observant l'inconfort de Yuya, Miu tente de l'aider à se détendre en engageant une conversation légère. Elle demande si c'est sa première fois à un shooting photo, ce qui ne fait qu'augmenter la nervosité de Yuya car il sent que Miu est un peu trop proche. Inconscient de son inconfort, Miu le remercie d'avoir sauvé la situation en expliquant comment tout le monde avait un emploi du temps chargé. Yuya devient plus mal à l'aise quand il aperçoit accidentellement la silhouette de Miu, mais il se concentre rapidement pour admirer plutôt son professionnalisme. Pendant ce temps, dans l'autre monde, la fille que Yuya a sauvée reprend connaissance et se souvient de son visage. Elle quitte sa chambre précipitamment au grand désarroi du garde. Il s'avère que cette fille est en fait la princesse Lexia von Alceria et maintenant elle est déterminée à rencontrer son sauveur. Sans tourner autour du pot, Lexia insiste pour se rendre dans le territoire du grand démon, ignorant les objections de ses gardes. Après avoir terminé le tournage avec Miu, Yuya la complimente sur son professionnalisme. Miu rit, partageant à quel point elle était nerveuse au début de sa carrière. Se sentant plus à l'aise avec elle, Yuya s'ouvre sur sa propre vie, expliquant que le mannequinat n'était jamais son objectif principal jusqu'à récemment. Il admet qu'il considérait autrefois le mannequinat comme un travail facile, mais maintenant il le respecte comme une carrière exigeante. Curieux des raisons qui ont poussé Miu à devenir mannequin, Yuya lui demande quelles sont ses motivations. Miu se confie, disant que ses parents négligents l'ont poussée à chercher la validation du monde. Elle plaisante en disant qu'elle a un grand nombre d'admirateurs prêts à tout pour elle. Reprenant la conversation vers Yuya, Miu lui conseille de profiter du présent de la beauté tant qu'il est jeune. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de Shu, qui était initialement censé participer à la séance photo. L'attitude de Shu envers Miu devient rapidement hostile, ce qui pousse Yuya à intervenir. Démontrant une force surprenante, Yuya maîtrise Shu, impressionnant tous les présents. Le directeur, reconnaissant pour l'intervention de Yuya, le récompense avec des vêtements de marque. Après avoir dit au revoir à Miu, Yuya remarque qu'elle rougit en se remémorant leur temps passé ensemble. Plus tard, Yuya retourne dans l'autre monde où il sauve à nouveau la princesse Lexia et ses troupes d'un groupe d'ogres. En reconnaissance pour lui avoir sauvé la vie, Lexia surprend Yuya en lui proposant le mariage. En entendant la princesse proposer à un parfait inconnu, le serviteur de Lexia, Owen, perd complètement son sang-froid, rappelant à la princesse sa position royale. Mais Lexia, totalement aveuglée par la mâchoire acérée de Yuya, ignore complètement Owen et déclare son amour pour l'homme qui lui a sauvé la vie. Owen grimace encore plus,
s'opposant à sa décision soudaine de mariage, mais Lexia dit simplement à Owen qu'un vieux boomer comme lui n'a rien à faire à interférer dans sa vie amoureuse. Voyant la princesse et son serviteur se disputer, Yuya suggère maladroitement qu'il retourne chez lui. Owen, choqué par cette proposition, se dit peut-être qu'il a mal jugé Yuya puisqu'il n'est pas un imbécile sans manière. À son arrivée dans sa demeure surnaturelle, Yuya reçoit une introduction formelle à Lexia. Owen révèle que malgré une apparence de succube en ovulation, Lexia est en réalité la princesse royale d'Alceria. En réalisant cela, Yuya demande nerveusement s'il doit utiliser des formalités particulières en lui parlant. Mais comme la princesse s'est déjà totalement déshonorée, Owen assure à Yuya que ce n'est pas nécessaire, car leur visite est de toute façon entièrement non officielle. Cela dit, Owen demande une présentation de Yuya, et comme Yuya accepte, Owen remarque que le nom Yuya Tonju ne ressemble à aucun nom qu'il ait jamais entendu en Alceria. Lexia se penche près d'Owen, chuchotant avec excitation que peut-être Yuya est un beau noble d'un autre pays. Mais Owen lui dit franchement de calmer ses ardeurs et d'arrêter de rêver de sortir avec un beau mafieux italien. Lexia, bien sûr, ignore ce conseil et poursuit en disant que peut-être Yuya est lui-même de la royauté. Owen soupire de défaite totale, se demandant si Yuya pourrait être un agent d'un autre pays envoyé ici pour élever la princesse. Chassant ses doutes, Owen se tourne vers Yuya pour lui délivrer un message crucial concernant leurs recherches. Confus, Yuya demande pourquoi, et Owen explique que, il y a quelques jours, Lexia leur a parlé de comment elle aurait été sauvée dans le grand territoire des démons par un héros beau, et en raison de son courage, ils voulaient exprimer leur gratitude en personne. Lexia interrompt alors la conversation, révélant que son cœur et sa grotte de merveille n'ont aspiré qu'à lui depuis le moment où il l'a sauvée. Se rapprochant lentement de lui, Lexia plaque soudainement Yuya contre le mur, lui demandant désespérément de l'épouser. Percevant cette proposition comme une véritable malédiction, Yuya rappelle nerveusement à la princesse qu'elle était venue ici juste pour le remercier. Rassemblant ses pensées, Yuya explique poliment mais avec anxiété que sa proposition est venue de nulle part et qu'il ne sait pas comment répondre. Interprétant complètement mal les paroles de Yuya, Lexia déclare que si Yuya pense que l'amour n'est pas quelque chose de simple pour lui, alors elle est prête à affronter toutes les épreuves et tribulations pour gagner son affection. Elle demande ensuite s'il pourrait au moins commencer en tant qu'ami. Mais lorsque Yuya entend le mot ami, son esprit repense aux tourments qu'il a endurés aux mains de soi-disant amis pendant ses années d'école. Écartant les souvenirs douloureux, Yuya accepte avec grâce l'offre de Lexia de commencer comme ami. Lexia dit au revoir à Yuya, promettant de le courtiser lors de leur prochaine rencontre, tandis que Yuya se souvient de l'invitation d'Owen au palais royal, expliquant que le roi lui-même souhaite le rencontrer. Owen mentionne également que le voyage vers Alceria prendrait 5 jours, mais comme Yuya a d'autres priorités dans le monde réel, l'attitude de Shu envers Mu devient rapidement hostile, ce qui pousse Yuya à intervenir. Faisant preuve d'une force surprenante, Yuya maîtrise Shu, impressionnant tout le monde présent. Le directeur, reconnaissant pour l'intervention de Yuya. Au revoir à Mu, Yuya remarque qu'elle rougit en se remémorant leur temps ensemble. Ensuite, Yuya retourne dans l'autre monde où il sauve à nouveau la princesse Lexia et ses troupes d'un groupe d'ogres. En reconnaissance pour lui avoir sauvé la vie, Lexia surprend Yuya. Mariage. En entendant la princesse proposer à un parfait inconnu, Owen, le serviteur de Lexia, perd complètement son sang-froid, rappelant à la princesse sa position royale. Mais Lexia, totalement... La mâchoire acérée de Yuya ignore complètement Owen et déclare son amour pour l'homme qui lui a sauvé la vie. Owen grimace encore plus en argumentant. Pendant le cours d'éducation physique, Yuya observe ses camarades de classe participer à un match de football intense de loin. Juste à ce moment-là, une fille nommée Kate s'approche et engage une conversation avec lui. Soudain, un ballon de football vient en volant vers eux et Yuya affiche instinctivement sa force impressionnante en donnant un coup de pied au ballon avec facilité, gagnant l'admiration de tous. L'étudiant responsable du ballon de football errant accourt pour s'excuser, se présentant comme Akira Ichinos. Il mentionne également qu'il est connu comme le prince de l'académie Osai, mais ses camarades de classe le rappellent instantanément à ses illusions, laissant Akira visiblement déconcerté. Yuya et Kate éclatent de rire en voyant le blond se faire remettre à sa place par tout le monde. Malheureusement, leur paix est bientôt troublée par un groupe de délinquants connus sous le nom d'Ogre Rouge. Kaori remarque avec choc que les jumeaux, Sora et Yota, font également partie des membres du gang. Les jumeaux révèlent leurs intentions vengeresses à son égard et donnent le signal aux gangsters pour exécuter leur plan d'enlèvement de Kaori. Rassemblant son courage, Yuya prend l'initiative de confronter un de ses anciens tyrans de collège, Araki, qui fait partie du gang de l'Ogre Rouge.
Alors que Yuya prend le dessus dans la confrontation, le chef du gang dirige son agressivité vers les jumeaux. Yuya intervient sans hésiter, se mettant en danger pour les sauver. En voyant l'acte désintéressé de Yuya, les jumeaux commencent à réfléchir à leurs propres actions passées et à la façon dont ils avaient traité leur frère aîné. En sortant de sa maison d'un autre monde, Yuya se souvient de l'avertissement d'Owen concernant le grand territoire des démons, connu pour ses dangers et ses créatures mortelles. Cela amène Yuya à se demander qui était le sage qui avait vécu seul dans la forêt avant lui. Gardant ses pensées pour cher journal, Yuya s'aventure plus profondément dans la forêt, espérant trouver un défi digne. Mais alors qu'il est déçu par le manque d'adversaires redoutables, il se prépare à partir jusqu'à ce qu'un bruit provenant d'une zone dense attire son attention. Activant sa compétence d'invisibilité, Yuya voit un monstre puissant attaquer un ourson sans défense. Bien qu'il sache qu'il est surpassé par le roi orc, la compassion de Yuya le pousse à intervenir. Se souvenant des enseignements de son grand-père sur le fait d'aider toujours ceux qui sont dans le besoin, Yuya fonce sur le roi orc, déterminé à protéger le petit. Grâce aux puissantes armes à sa disposition, il vainc facilement le monstre. Cette expérience fait réaliser à Yuya à quel point le sage devait être fort et habile pour fabriquer de telles armes. Yuya tourne ensuite son attention vers le petit blessé, lui offrant nerveusement un jus de guérison et lui assurant que cela aidera à retrouver sa force. Malheureusement, le petit s'évanouit à cause des blessures qu'il a reçues de l'animal de compagnie de Lizu. Agissant rapidement, Yuya utilise sa magie pour soigner le petit, qui lui lèche la main en guise de remerciement. Souriant, Yuya demande au petit où sont ses parents, mais le petit répond tristement qu'il n'en a pas. Comprenant la souffrance du petit et connaissant lui-même la douleur d'être un perdant sans parents, Yuya propose de ramener le petit chez lui où il sera en sécurité et bien soigné. L'esprit du petit se lève instantanément et il aboie d'accord. Ravi de l'enthousiasme du petit, Yuya vérifie ses statistiques et découvre que le petit est en fait un Black Fenrir avec des attributs impressionnants. Réalisant que le bébé animal n'a pas de nom, Yuya décide de l'appeler Nuit. Inspiré par sa fourrure noire comme l'ébène, après être revenu dans le monde réel, Yuya demande à ses camarades de classe s'ils connaissent des animaleries tout en révélant qu'il a récemment adopté un chiot. Cela excite Kate, qui demande curieusement à voir une photo du chien. Mais alors qu'elle se penche près, Yuya devient nerveux et timide. Voyant à quel point elle est proche, Kate s'excuse rapidement et recule. Yuya admet alors qu'il n'a pas de smartphone car il était un loser sans amis jusqu'à récemment. Kate, désireuse de l'aider, se porte volontaire pour emmener Yuya dans une animalerie. Plus tard dans la journée, Yuya rentre chez lui et salue Knight, lui racontant comment lui et son ami ont choisi un collier pour lui. Knight répond par un aboiement enthousiaste, incitant Yuya à le promener. Avec sa récente transformation, le monde devient comme son podium personnel, alors que les spectateurs le regardent et admirent sa beauté. Pendant leur promenade, Yuya rencontre Kaori qui caresse Knight avec enthousiasme. Pendant ce temps, les gens autour commencent à réagir à la vue d'un beau mec, d'une fille tout aussi attirante et d'un chien mignon tous ensemble. Kaori remarque que Knight semble heureux sous les soins de Yuya, ce qui le fait sourire. Leur conversation, cependant, est interrompue lorsque Miu se montre, révélant qu'elle vit dans le quartier. Yuya présente poliment Miu à Kaori avant de dire au revoir au mannequin, lui assurant qu'il a l'intention de continuer à promener Knight dans son quartier. Bien sûr, en voyant Yuya avec une femme qui pourrait être plus séduisante qu'elle, Kaori devient inquiète et demande s'il sort avec Miu. Ne voulant pas risquer sa bourse, Yuya assure rapidement Kaori qu'il n'a rencontré Miu qu'une seule fois. Soudain, une femme crie alors qu'un voleur lui arrache ses affaires. Voyant le chaos se dérouler, Yuya ordonne immédiatement à Knight de poursuivre le voleur, tandis qu'il se précipite pour réconforter la vieille femme. En un instant, Knight attrape rapidement le voleur et le ramène à Yuya, qui demande rapidement à Kaori d'appeler la police. Enragé, le voleur tente de blesser Kaori, mais avant qu'il ne puisse le faire, Yuya intervient et le neutralise, assurant la sécurité de tous. Plus tard, Yuya et Knight retournent dans l'autre monde où ils rencontrent un puissant monstre cerf dans la forêt. En travaillant ensemble, ils vainquent la créature et sortent victorieux. En récompense de leur bravoure, ils reçoivent un bain portable pour que sa puanteur seule ne détruise pas les monstres. Plus tard, Yuya est intrigué par les secrets de la forêt, ce qui pousse lui et Knight à s'aventurer plus loin jusqu'à ce qu'ils découvrent une grotte cachée. À la grande surprise de Yuya, il trouve le livre du sage à côté d'un squelette dans la grotte. En ouvrant le livre, Yuya est très surpris de découvrir que l'auteur est en fait l'ancien propriétaire de sa maison actuelle, le sage légendaire lui-même. Rempli de curiosité et d'excitation, Yuya commence à lire le livre pour en savoir plus. Il découvre que le sage avait atteint la maîtrise de presque toutes les compétences connues des humains. Ces compétences comprenaient le combat, la magie, l'alchimie, l'artisanat
et bien plus encore. Yuja est très impressionné par le sage car c'était un vrai maître de tout. Mais ce qui l'a le plus surpris, c'est comment le sage avait réussi à atteindre le domaine des dieux de son vivant, ce que personne d'ordinaire ne pourrait jamais imaginer réaliser. Cependant, à la grande consternation de Yuja, le sage révèle dans le livre qu'il a refusé l'occasion de devenir un dieu. Le sage croyait que la force d'un humain vient de la masturbation, jusqu'à ce qu'il soit frappé par la clarté post-éjaculation, qui est encore plus grande que le pouvoir d'une divinité. Alors que Yuja continue de lire le livre, il apprend plus sur la vie du sage. Même si le sage a choisi de ne pas devenir un dieu, les conséquences de cette décision n'étaient pas ce qu'il espérait. Au lieu d'être admiré, respecté et aimé, le sage était craint par tout le monde. Les gens, au lieu d'être reconnaissants pour sa sagesse et son pouvoir, avaient peur de lui. Ils ont vu son incroyable pouvoir comme une menace, et par conséquent, le sage a été rejeté par tout le monde. Il a été rejeté et isolé, et cela a rendu sa vie très solitaire. Pour échapper au regard critique des autres, le sage a choisi de vivre seul dans le grand territoire des démons, car c'était le seul endroit où il pouvait trouver du réconfort. Lire sur la solitude du sage rend Yuja un peu triste, car il peut comprendre ce que c'était que de se sentir exclu. Au fur et à mesure que Yuja continue sa lecture, le sage donne un conseil important à toute personne lisant le livre. Il dit au lecteur de bâtir des relations et des amitiés fiables qui leur apporteront du soutien en cas de besoin et les empêcheront d'être isolés. Cependant, cette partie du livre devient un peu difficile pour Yuja, car il a passé une grande partie de sa vie comme une personne en surpoids, impopulaire, sans amis ni proches. L'idée de construire des relations solides commence à hanter Yuja, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il y a maintenant des gens qui l'admirent dans sa nouvelle école. Après avoir terminé le livre, Yuja remarque quelque chose de très intéressant, une note spéciale qui indique que le lecteur peut poser une question au sage et le sage répondra. Yuja s'enthousiasme pour cette opportunité unique et réfléchit à ce qu'il va demander. Comme il veut vraiment apprendre la magie, il décide de demander comment il peut utiliser la magie. Dès qu'il le demande, le sage communique avec Yuja par une magie invisible, et Yuja ressent une force mystérieuse qui le relie à l'esprit du sage. Le sage dit à Yuja que toutes ses connaissances sur la magie, ses théories, ses recherches et ses enseignements sont contenus dans le livre que Yuja tient. Se sentant un peu gêné et ne sachant pas quoi dire d'autre, Yuja remercie simplement la figure squelettique et dit « Pas de souci ». Le sage partage alors un détail important avec Yuja. Comme Yuja vient d'un autre monde, il ne possède pas les voies de mana nécessaires à l'utilisation de la magie, ce qui signifie que par nature, il ne peut pas utiliser de magie du tout. Cette révélation rend Yuja un peu déçu et il commence à perdre espoir. Mais avant que Yuja ne soit trop découragé, le sage propose une solution. Il révèle qu'il peut accorder à Yuja ses propres voies de mana, ce qui permettra à Yuja d'utiliser la magie comme tout le monde dans ce monde. Le sage explique que ces voies de mana sont rares et très puissantes. Et le sage est prêt à les transmettre à Yuja. Se sentant excité et heureux par cette opportunité, Yuja se prépare à recevoir les voies de mana du sage. Alors qu'il reçoit les voies de mana, l'ancien sage souhaite bonne chance à Yuja. Il exprime son souhait sincère que Yuja vive une vie heureuse et épanouie, ce que le sage n'a pas pu faire. Yuja remercie encore une fois le sage, et puis la connexion entre eux s'efface finalement. Après avoir reçu les voies de mana, Yuja revient chez lui dans l'autre monde avec l'envie d'en apprendre encore plus. Il commence rapidement à lire le livre pour en savoir plus sur la magie et ses possibilités. Il apprend que la magie est essentiellement la réalisation de l'imagination d'une personne. La magie est la capacité de transformer des pensées et des idées en réalité. Cependant, il apprend aussi que la magie a besoin d'énergie magique pour fonctionner, car sans assez d'énergie magique, la magie ne peut pas être réalisée. Yuja arrive ensuite à la conclusion que la force de la magie dépend de l'imagination d'une personne et de l'énergie magique qu'elle possède. Avec toutes ces nouvelles informations en tête, Yuja est impatient de les mettre en pratique. Il commence à s'entraîner, concentrant son esprit sur le flux de mana. Il rassemble son mana nouvellement acquis et, à sa grande joie, il réussit à débloquer la compétence de manipulation de l'énergie magique. Alors que Yuja continue de lire, il est surpris de découvrir que son compagnon, Knight, a également reçu les voies du mana du sage, ce qui signifie que Knight a maintenant le potentiel d'utiliser la magie aussi. Alors que Yuja lit davantage le livre, il apprend quelque chose d'encore plus incroyable. Il n'a pas besoin d'utiliser des incantations pour lancer des sorts magiques. Au lieu de cela, il peut simplement utiliser son imagination et sa volonté pour façonner le mana. Et sans plus tarder, il décide de sortir avec Knight pour tester leur nouveau pouvoir.
Yuja se tient dans le champ ouvert et concentre son esprit. Il imagine une boule d'eau dans sa tête, la visualisant clairement, puis utilise sa volonté pour la créer. À son étonnement, une sphère tourbillonnante d'eau apparaît juste devant lui, scintillant sous le soleil. Yuja est ravi que sa magie fonctionne. Il décide de voir à quel point elle est puissante. Il dirige la boule d'eau vers la forêt voisine en secouant son poignet pour l'envoyer en avant. La boule d'eau se déplace à une vitesse incroyable, frappant les arbres avec une grande force. Elle cause une destruction massive, laissant Yuja à la fois choqué et excité par la puissance de sa magie. Pendant ce temps, dans le royaume d'Alceria, le roi Arnold reçoit des nouvelles inattendues de la part d'Owen. Le roi apprend que sa fille bien-aimée, la princesse Lexia, a proposé à Yuja, le héros qui lui a sauvé la vie. Cette révélation rend le roi Arnold furieux. Il devient tellement furieux qu'il commence à perdre son sang-froid, détruisant accidentellement des parties de son propre château dans sa colère. Alors qu'il piétine de frustration, le roi crie comment sa fille agit comme si elle n'avait pas de père. En regardant la crise de colère du roi, Owen se met à l'abri dans un coin. Il commence à remettre en question ses choix de vie et à se demander pourquoi il a jamais choisi de servir la royauté en premier lieu. Pour Yuya, après avoir testé sa magie, il retourne dans le monde réel. Il découvre qu'il a été jumelé avec certains de ses camarades de classe, Akira, Rin et Cade, pour le voyage scolaire annuel de l'académie. La journée scolaire touche finalement à sa fin et Yuya et ses coéquipiers sont rejoints par Ryo, Shingo et Kaori alors qu'ils décident tous d'aller au centre commercial pour faire du shopping et s'amuser. Cependant, les choses prennent une tournure inattendue et dangereuse lorsqu'un incendie se déclare soudainement dans l'un des centres commerciaux. Magasin. L'incendie se propage rapidement et bientôt la situation devient chaotique. Déterminé à protéger ses amis et son équipe de câlins, Yuya décide d'agir et d'utiliser ses nouveaux pouvoirs magiques. Sans perdre de temps, il recouvre son corps d'un bouclier d'eau, créant une protection autour de lui. Utilisant ce bouclier, Yuya prend Cade, Kaori et Rin sous sa protection. Cependant, lorsqu'il ne voit aucune issue dans le bâtiment en flammes, Yuya décide de sauter du 13e étage, mais avant de faire le saut, il calme son estomac agité, puis saute en sécurité avec tous ses amis. Ayant hâte de plonger plus profondément dans le monde de la magie, Yuya commence à réaliser que la magie est en effet son plus grand allié. Avec cette prise de conscience en tête, il décide de consacrer encore plus de son temps et de son énergie à pratiquer et à perfectionner ses capacités magiques. Dans l'environnement calme et paisible de sa maison d'un autre monde, Yuya se concentre sur la maîtrise de l'art de la téléportation. À sa grande surprise, après seulement un peu de pratique et de concentration, il parvient à le réussir avec succès. En un clin d'œil, il se retrouve au milieu d'une forêt, exactement comme il l'avait imaginé. Cependant, Yuya en déduit rapidement qu'il ne peut se téléporter qu'à des endroits qu'il a déjà vus, ce qui signifie qu'il ne pourra pas apparaître magiquement derrière Kaori lorsqu'elle se coince dans la machine à laver. Plus tard, Yuya s'aventure plus profondément dans la forêt avec son fidèle compagnon, Knight. Alors qu'il s'enfonce dans les profondeurs de la nature sauvage, il tombe soudainement sur un groupe de gobelins. Sans hésiter, Yuya et Knight unissent leurs forces pour éliminer les gobelins avant que ceux-ci ne puissent les embêter. Ensemble, ils parviennent à vaincre les monstres et en récompense, ils reçoivent un butin précieux laissé par les gobelins. Ravis de leur victoire, Yuya félicite avec enthousiasme Knight pour leur meilleure coordination. Après une journée mouvementée à combattre des gobelins, Yuya mentionne à Knight qu'il doit se préparer pour le prochain champ, voyage. Cependant, Knight semble ne pas s'intéresser aux paroles de Yuya et s'enfuit en courant, laissant Yuya sans autre choix que de le suivre. S'arrêtant soudainement, Knight commence à grogner, regardant au loin avec une expression de méfiance, puis fait signe à Yuya de s'effacer et de rester discret. Au bout d'un moment, Yuya aperçoit ce que Knight avait senti, une fille mystérieuse entourée par une horde de gobelins. Ne voulant pas que son animus se transforme en Goblin Slayer, Yuya se prépare à intervenir pour protéger la fille. Cependant, Knight le retient de façon inattendue, comme pour dire à Yuya d'attendre. Quelques instants plus tard, Yuya regarde avec admiration la fille combattre les gobelins par elle-même, démontrant ses impressionnantes compétences de combat. Pourtant, malgré ses efforts, il devient évident qu'elle est grièvement blessée. Après avoir affronté certains gobelins, la fille finit par s'effondrer d'épuisement et à cause de ses blessures, la laissant sans défense. Voyant cela, Yuya décide qu'il est temps d'intervenir et de la sauver de se faire capturer par une bande de gobelins. Après avoir repoussé les gobelins restants, Yuya ramasse soigneusement la fille inconsciente dans ses bras et décide de la ramener chez lui, ayant l'intention de s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Mais juste au moment où il commence à marcher, Knight grogne en désaccord,
clairement pas d'accord avec le plan de Yuya. Yuya essaie de raisonner avec Knight. Avant qu'il ne puisse continuer à se disputer, la fille se réveille soudainement, surprise par son environnement. Dans sa panique, la fille exige d'être descendue immédiatement. Et Yuya fait exactement cela et la laisse tomber comme le Sigma mâle qu'il est, ce qui fait hurler la fille de douleur. Réalisant son erreur, Yuya lui laisse rapidement de l'espace, essayant de ne pas l'effrayer davantage. Une fois qu'elle se calme, il lui offre une potion de soin qu'elle accepte à contre-cœur. Après avoir bu la potion, ses blessures commencent à guérir rapidement à son grand étonnement. Une fois ses blessures soignées, la fille se présente comme Luna et explique qu'elle s'entraînait dans la forêt lorsqu'elle a été attaquée par des gobelins. Yuya la rassure en lui disant que les gobelins ont tous été neutralisés, ce qui laisse Luna visiblement surprise. En parlant, Luna mentionne son désir d'un bain chaud et sans hésiter, Yuya sort son bain portable, le lui offrant pour qu'elle puisse se rafraîchir. Depuis l'extérieur du paravent de la baignoire, Yuya lui dit qu'il a obtenu cette baignoire portable après avoir vaincu le cerf cristal. Luna est visiblement impressionnée, sachant que le cerf de cristal est l'un des monstres les plus redoutables du grand territoire démoniaque. Et disons simplement que cela la rend encore plus excitée qu'elle ne l'était déjà. Reconnaissant la force incroyable de Yuya, Luna le supplie de l'aider dans son entraînement, exprimant son désir de devenir plus forte. Elle murmure doucement à elle-même sur le besoin de s'améliorer pour pouvoir exécuter efficacement les ordres reçus. Au début, Yuya pense refuser sa demande, ne voulant pas être encore plus impliqué. Cependant, ne voulant pas perdre son titre de chevalier servant, Yuya finit par accepter d'aider Luna. Cela l'excite tellement qu'elle sort de derrière le voile de la baignoire en costume d'anniversaire pour le remercier. Yuya, étant un vrai homme de Dieu, détourne rapidement le regard, essayant de garder son calme. Ainsi, l'entraînement de Luna avec Yuya commence. Chaque jour, ils s'aventurent ensemble profondément dans la forêt pour chasser des monstres. Yuya prend note des capacités de Luna et il se rend compte qu'il a beaucoup appris d'elle, renforçant ainsi leur travail d'équipe et leurs compétences individuelles. Les séances d'entraînement intenses les rapprochent alors qu'ils se poussent à s'améliorer mutuellement. Cependant, après quelques jours d'entraînement, Yuya informe Luna qu'il ne pourra plus l'aider. Masquant sa déception, Luna accepte sa décision avec grâce, comprenant qu'il a d'autres responsabilités à gérer. Plus tard dans la nuit, Luna décide de récompenser Yuya pour son aide en se proposant à lui. Mais Yuya, incarnant une véritable énergie Sigma, la repousse, lui disant qu'il ne souhaite pas devenir père. Le jour suivant, Yuya retourne dans le monde réel pour se préparer à la rentrée scolaire. Voyage. À leur arrivée à destination, Madame Red rassemble les élèves et les informe que cette sortie scolaire sera traitée comme une séance d'entraînement. Elle annonce qu'ils seront autonomes, ce qui signifie que chacun devra se débrouiller seul et chasser pour trouver sa propre nourriture. Les étudiants expriment des préoccupations concernant leur bien-être, mais Madame Red les rassure que leur professeur de santé, Monsieur Yamikawa, sera disponible à tout moment en cas d'urgence. En suivant les instructions de leur professeur, Yuya décide de prendre l'initiative de pêcher du poisson pour son groupe. Il part à la recherche d'un endroit approprié pour attraper du poisson et utilise ses compétences de survie en plein air pour s'assurer que ses coéquipiers soient bien nourris. Pendant ce temps, dans l'autre monde, Luna arbore une expression sévère sur son visage alors qu'elle réfléchit à ses expériences récentes. Elle se dit en silence que si seulement elle avait rencontré Yuya plus tôt dans sa vie, peut-être n'aurait-elle pas fini par vivre dans la corruption, la vie. Cependant, elle écarte rapidement ses pensées, se rappelant sa véritable nature en tant que membre de la Guilde Noire. Elle est née pour être l'assassin redouté connu sous le nom de Headhunter et on ne peut pas changer son passé. Kate et Yuya retournent à leur camp, où Kate partage avec enthousiasme avec Rin que Yuya a réussi à attraper tous les poissons à main nue. Rin regarde Yuya avec étonnement, soulignant que pouvoir attraper des poissons comme ça doit signifier que ses doigts bougent vite. Ouais, mécanicien. Yuya se plaît dans sa nouvelle vie de tombeur, mais bientôt son attention se tourne vers Akira par terre, qui danse comme si sa vie en dépendait. Déconcerté par ce qu'il voit, Yuya se tourne vers Rin et lui demande ce qui s'est passé pendant leur absence. Rin, manifestement pas intéressé, dit à Yuya d'ignorer simplement Akira et de ne pas lui prêter attention. Akira, cependant, est très contrarié par l'attitude dédaigneuse de Rin, et il la traite de méchante pour l'avoir fait travailler si dur. Il explique ensuite que Rin lui a fait goûter les champignons trouvés dans la forêt. Même s'ils avaient l'air vraiment suspects, Yuya devient inquiet car il se souvient rapidement de la manière dont Mademoiselle Rai, leur enseignante, a spécifiquement averti tout le monde de ne rien manger, qui ait l'air inconnu ou suspect pendant le voyage de camping. Quand son anxiété atteint un point d'ébullition, il finit par utiliser ses compétences pour vérifier Akira et s'assurer qu'il va bien. Après un moment, Yuya soupire de soulagement en découvrant qu'Akira est toujours en bonne santé et n'a pas été affecté par les champignons. Voyant à quel point Akira est contrarié,
Yuya reste pour offrir quelques mots d'encouragement à la blonde fruitée, tandis que Rin et Kate, qui sont des cueilleuses naturelles, retournent au camp avec un tas d'herbes. Après avoir tout ce qu'il leur faut pour le dîner, Yuya demande à son groupe qui fera la cuisine. Comme aucun d'eux ne sait cuisiner, Rin, Kate et Akira détournent tous les yeux maladroitement. Voyant la réaction, Yuya soupire profondément, réalisant qu'il devra s'en occuper lui-même. Alors qu'il se dirige vers le hall principal, Yuya remarque Kaori et décide de se diriger vers elle pour la saluer. Ils échangent des salutations, discutant poliment, mais leur conversation est interrompue lorsqu'Akira arrive et commence à regarder avec incrédulité. Il semble complètement stupéfait de voir Yuya parler à Kaori si facilement. Lorsque Kaori finit par dire au revoir et s'en va, Akira ne perd pas de temps et commence immédiatement à interroger Yuya. Il lui demande avec empressement comment il connaît Kaori et pourquoi ils semblent si amicaux. D'un ton triste et envieux, Akira admet qu'il n'a jamais réussi à être aussi proche de Kaori que Yuya semble l'être, même s'il est le prince autoproclamé de l'école. Le groupe passe ensuite à présenter les ingrédients qu'ils ont rassemblés à Mademoiselle Rai. Elle jette un œil à leur prise et les félicite pour leur travail acharné, disant qu'ils ont fait du bon boulot. Cependant, elle les surprend également avec une nouvelle annonce et leur dit que leur évaluation comprendra un test de leurs compétences culinaires. Déterminé à s'assurer qu'ils réussissent, Yuya décide de prendre les choses en main. Il se lève et prend la responsabilité de préparer le repas pour son groupe et les professeurs. Lorsque ses amis et les professeurs goûtent enfin sa cuisine, ils se demandent tous si Yuya est le Gordon Ramsay de la classe. Mais comme personne ne veut aller déterrer des secrets, ils finissent par dire à Yuya qu'il cuisine si bien qu'il pourrait traiter Gordon Ramsay d'âne. Cela explique également pourquoi Yuya avait une carrure comme Avatar, le dernier maître de l'air. Alors que tout le monde continue de profiter du repas préparé par Yuya, les choses prennent soudainement une tournure inattendue lorsque Mademoiselle Rai, clairement impressionnée par les talents culinaires de Yuya et son allure jeune et séduisante, demande Yuya en mariage sur le champ. Elle admet qu'elle n'est peut-être pas la meilleure cuisinière ou femme de ménage, mais elle peut lui obtenir de bonnes notes s'il utilise son charme sur elle. Tout le monde assis à la table, tant les étudiants que les professeurs, reste sans voix devant la déclaration audacieuse de Mademoiselle Rai. Les autres enseignants lui rappellent rapidement que si elle continue ainsi, elle pourrait être étiquetée comme tutrice étudiante. Yuya, bien qu'il soit flatté par l'attention, décline poliment sa proposition, car il ne veut pas ruiner sa vie entière pour une femme d'âge moyen. Mais Mademoiselle Rai n'est pas prête à abandonner pour autant. Elle essaie de faire une dernière tentative désespérée pour attirer l'attention de Yuya en poussant son visage contre sa poitrine, espérant l'impressionner avec sa grande personnalité. Malgré le fait de vivre un rêve que vous les losers ne pouvaient qu'imaginer, Yuya devient assez mal à l'aise avec le comportement de son professeur. Plus tard dans la soirée, Yuya se rend dans la douche commune et devient un régal pour les yeux avec ses muscles maigres et bien définis pour tous les frères de la bouche dans la salle de bain des garçons. Les choses deviennent intenses dans la salle de bain des filles lorsque Rin décide de s'attaquer à la poitrine généreuse de Kate, la taquinant à propos de sa silhouette bien dotée. Cependant, dès que Kaori arrive sur les lieux, Kate décide de lui parler des derniers potins et révèle comment Mademoiselle Rai a essayé de se rapprocher de Yuya. En entendant cela, Kaori s'inquiète beaucoup car elle commence à se demander si Yuya n'est peut-être pas vraiment intéressée par l'idée que plat, c'est la justice, comme elle l'espérait. Le lendemain matin, c'est le chaos lorsque tous les élèves de l'académie Usai découvrent que leur campement a été complètement saccagé. Alors que tout le monde se demande ce qui a attaqué leur campement, Akira remarque une empreinte géante à côté d'une des tentes déchirées. Malgré l'atmosphère tendue, les filles suggèrent quand même de sortir et de rassembler plus d'ingrédients pour le petit déjeuner. Mais Yuya remarque que quelque chose ne va pas avec Akira car il semble inhabituellement anxieux. Alors, sans plus tarder, il décide de vérifier Akira pour découvrir ce qui le dérange. Lui, quelques instants plus tard, la raison de la peur d'Akira devient évidente lorsqu'un ours sauvage apparaît soudainement et commence à semer le chaos sur encore plus de campements, provoquant la panique et la fuite de tout le monde. Dans tout le chaos, Miss Ri se retrouve dans une situation dangereuse lorsqu'elle trébuche et tombe au sol, et avant qu'elle puisse se relever, elle se retrouve nez à nez avec l'ours sauvage. Au lieu de laisser l'ours mutilé, PDF Phil Teacher, Yuya se précipite immédiatement à son secours, et d'un geste rapide, il parvient à assommer l'ours, sauvant ainsi son professeur de tout danger. Avec le voyage scolaire enfin terminé, Yuya commence à se préparer pour une réunion très importante avec le roi. Mais avant qu'il ne puisse assister à cette réunion, cependant, un événement inattendu se produit lorsque Luna attaque soudainement Lexia. Réagissant rapidement, Knight saute au secours de Lexia, neutralisant Luna et sauvant la princesse du danger. En utilisant son pouvoir d'invisibilité, Yuya attaque une Luna masquée, la rendant inconsciente. En découvrant que l'organisatrice est Luna,
il demande à Alexia de lui accorder un moment seul avec elle. Alors que Yuya se téléporte lui-même et Lexia de la région la plus sombre du grand territoire des démons jusqu'à sa maison miteuse, la princesse devient assez curieuse et ne peut s'empêcher de demander à Yuya comment il a réussi à les amener là si facilement. Yuya révèle avec désinvolture qu'il travaille sur un sort de déplacement, ce qui pousse Lexia à pousser un soupir frustré. Son expression devient sévère alors qu'elle informe le simple d'esprit que la magie de téléportation est une magie de classe légendaire, quelque chose qui n'appartient qu'aux contes de fées. Avec cela, Lexia avertit Yuya que si l'on découvre ses capacités, cela pourrait provoquer un chaos général et même déclencher des guerres, car chaque nation le voudrait pour elle-même. Yuya promet rapidement à Alexia qu'il s'abstiendra d'utiliser cette magie en public, sauf si c'est absolument nécessaire. Lexia tourne son attention vers Luna. Remarquant son immobilité, Lexia ordonne sévèrement à Luna d'arrêter de faire semblant d'être endormie. Hésitante, Luna s'assoit alors que Lexia dit probablement que ses compétences d'actrice sont aussi mauvaises que ses compétences d'assassinat, puisqu'elle et Yuya savaient qu'elle faisait semblant tout le temps, pensant qu'elle est la pire dans tout ce royaume. Lexia demande avec suffisance à Luna si elle a quelque chose à dire sur ses actions, mais l'assassin minable demande grossièrement à la princesse ce qu'elle gagnerait à s'expliquer. Lexia lève les yeux au ciel et lui dit qu'elle est juste curieuse de savoir pourquoi quelqu'un comme elle prétend être un assassin alors qu'elle a clairement besoin de prendre des leçons auprès de Koro Sensei. Luna répond froidement que si Lexia est si curieuse, il devrait simplement l'éliminer et en finir. Avant que Lexia ne puisse répondre, Yuja intervient, déclarant qu'il est également curieux de savoir pourquoi Luna a tenté de tuer Lexia. Avec un ton amer, Luna leur dit que l'histoire de sa vie n'est pas particulièrement intéressante, et commence à révéler comment elle a grandi comme orpheline dans un environnement cruel. Monde, c'est pourquoi dans ses premières années, elle a été forcée de voler de la nourriture, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un l'ait prise sous son aile. Cet homme lui a enseigné non seulement des connaissances académiques, mais aussi les méthodes d'un assassin. Alors que Luna décrit son maître, les yeux de Lexia s'élargissent en réalisant que Luna doit appartenir à l'infâme Guilde Noire. Curieuse, Yuja demande ce qu'est exactement la Guilde Noire. Lexia explique alors que la Guilde Noire est responsable de tous les crimes majeurs dans leur pays, du vol et de la fraude aux drogues illégales et aux assassinats. Luna continue en révélant qu'elle est devenue tueuse professionnelle comme son maître et a finalement obtenu le titre infâme de chasseuse de tête. Choquée, Lexia demande si Luna était la même chasseuse de tête qui est célèbre dans le royaume d'Alceria. En même temps, Yuja se rend compte que son loup de compagnie, Knight, avait été méfiant envers Luna depuis le début parce qu'il avait reconnu sa véritable identité. Impassible face à leur réaction, Luna leur dit qu'il y a quelques jours à peine, elle a reçu un ordre pour assassiner la première princesse du royaume d'Alceria. C'est pourquoi elle a attaqué Lexia. Après avoir partagé son histoire, Luna demande qu'il lui accorde la grâce de la mort, car la Guilde Noire la traquera pour avoir échoué. Et elle s'attend à ce que le royaume impose une peine de mort pour sa tentative d'assassinat. Agacé par la vision pessimiste de Luna, Yuja lui répond sèchement, déclarant qu'il ne supprimera pas l'un de ses propres fans. Lexia intervient, déclarant qu'en punition de sa tentative d'assassinat ratée, Luna la servira désormais à vie en tant que garde du corps. Choquée par cette proposition, Luna demande à Lexia de clarifier ce qu'elle veut dire. Lexia explique que comme seulement elle et Yuja savent qu'elle était la coupable, il n'y aura pas de représailles de son royaume. Cependant, rongée par la culpabilité, Luna essaie de refuser cette opportunité, insistant qu'elle mérite de mourir pour ses crimes. Désespérée, Lexia dit à Luna de manger et d'obéir à son nouveau maître, puisqu'elle a échoué dans sa mission. Voyant la confiance de Lexia, Luna accepte à contre-cœur la défaite. Pour célébrer le début de leur nouveau voyage ensemble, Lexia et Luna décident de se baigner ensemble en utilisant le bain portable de Yuja. Pendant qu'elles sont seules, Lexia demande sans gêne à Luna si elle est amoureuse de Yuja. Confuse par ses émotions, Luna a du mal à répondre, ce qui pousse Lexia à l'aider en disant que si elle n'est pas prête à se battre pour Yuja, alors elle ira simplement l'épouser. Les mots suscitent de la jalousie chez Luna, qui déclare maintenant que Yuja lui appartient seul. Voyant Luna abandonner son attitude soumise, Lexia sourit et déclare que désormais, Luna est non seulement sa garde, mais aussi sa rivale. Le jour suivant, Lexia, Luna et Yuja rejoignent Towen et ses troupes, mais Lexia laisse accidentellement échapper que c'était Luna qui avait essayé de l'assassiner. En un instant, Luna se retrouve entourée de soldats avec leurs épées dégainées. Lexia rit nerveusement et dit qu'elle a fait une bêtise. Essayant de calmer la situation, Lexia dit à Owen de se calmer et de faire confiance à sa décision de nommer Luna comme sa nouvelle garde du corps. Owen, bien que réticent, finit par obéir et les soldats baissent leurs armes. Avec la tension dissipée, Yuja informe Owen qu'il ne peut pas les accompagner au palais pour le moment, mais promet de reprogrammer sa réunion avec le roi. Alors que Lexia et Luna se préparent à partir, Luna surprend Yuja avec un baiser, rendant Lexia visiblement jalouse.
Resté seul à nouveau, Yuja et son compagnon loup, Knight, rencontrent un petit ruisseau et décident de se laver. Soudainement, Yuja remarque un bébé cochon se baignant à proximité. Trouvant la petite créature mignonne, Yuja décide de l'apprivoiser et le nomme Akatsuki. Pendant ce temps, dans le monde réel, Yuja impressionne ses camarades de classe en montrant ses compétences supérieures au football, gagnant l'admiration de tout le monde autour de lui. Le lendemain, Yuja montre ses compétences au ping-pong, impressionnant tout le monde en montrant à quel point il est doué avec les balles. Après l'école, un membre de l'industrie du divertissement l'approche, désireux de le recruter pour le show business. Cependant, Yuja refuse instantanément l'offre, laissant tout le monde autour de lui surpris. Ses amis essaient de le convaincre de reconsidérer, soulignant que cela pourrait être une opportunité unique dans une vie et qu'il aurait même la chance de rencontrer des femmes séduisantes. Cependant, malgré leurs encouragements, Yuja reste ferme. Il déclare qu'à ce stade de sa vie, tout ce qu'il veut, c'est vivre comme un lycéen ordinaire. Le refus de Yuja déçoit le président du divertissement, Hakaru, qui avait observé leur conversation de loin. Heureusement, Mei intervient et demande au président de ne pas mettre la pression sur Yuja pour quoi que ce soit, car ils ne veulent pas avoir une autre situation comme celle de Justin Bieber dans cette industrie. Les amis de Yuja, quant à eux, sont surpris en voyant un mannequin célèbre interagir de manière décontractée avec leur ami maladroit Yuja. Remarquant les expressions confuses et choquées de ses amis, Yuja essaie nerveusement d'expliquer comment il s'est retrouvé au bon endroit au bon moment et s'est accidentellement retrouvé dans une séance photo. Leur conversation est interrompue lorsque Kaori arrive en courant pour récupérer un dépliant qui a volé vers leur groupe. Le président ramasse le dépliant, qui contient des informations sur le tournoi de balle de l'académie Usai, et a l'idée qu'il pourrait présenter Yuja dans le showbiz sans qu'il ait besoin de compromettre ses études. Au lieu de donner beaucoup d'explications à une Yuja perplexe, il entraîne son pauvre secrétaire au bureau du directeur avec Miyu qui suit de près. Plus tard dans la soirée, Yuja, accompagné de ses animaux de compagnie Akatsuki et Knight, entre dans l'autre monde où ils se retrouvent en combat avec des monstres squelettes. Après avoir réussi à vaincre ses ennemis, Yuja décide d'explorer plus profondément dans la forêt. Les ennuis ne tardent pas à arriver alors que Yuja se retrouve face à un ennemi qu'il n'a jamais rencontré auparavant. Dans une situation désespérée contre le redoutable sanglier de Mithril, Yuja prend rapidement la décision de protéger ses animaux domestiques de la créature féroce, quand soudain un lapin apparaît de nulle part et abat le sanglier d'un seul coup puissant, laissant Yuja sous le choc. Comme si cela ne suffisait pas, le lapin salue Yuya et gère sans effort la tentative de contre-attaque du sanglier. Nerveusement, Yuya exprime sa gratitude au mystérieux lapin kicker. Mais le lapin ordonne avec arrogance à Yukuya et ses compagnons de montrer leur capacité de coup de pied. Akatsuki s'avance en premier, mais reçoit une critique sévère de la part du lapin. Mike passe ensuite et obtient une évaluation légèrement meilleure. Finalement, Yuya tente sa chance et exécute son coup de pied, recevant un sourire d'approbation du lapin qui reconnaît le talent de Yuya. Sans donner un moment de répit à Yuya, le lapin de combat annonce qu'ils vont commencer une séance d'entraînement immédiatement, déclenchant une série d'attaques rapides sur Yuya. Après une longue nuit éprouvante d'entraînement, le lapin de combat révèle enfin qu'il est une divinité et a choisi Yuya pour être son successeur. Confus, Yuya demande des éclaircissements et le lapin des coups de pied explique qu'il y a de nombreuses divinités dans ce monde et que leur seul but est de purifier et débarrasser le monde de la malice. Comprenant la gravité de la situation, Yuya demande s'il peut refuser d'être le successeur. Le lapin coup de pied essaie de faire culpabiliser Yuya, disant qu'il peut refuser, mais que cela laisserait le monde vulnérable car ils ont besoin de plus d'alliés dans la lutte contre le mal. Finalement, Yuya décline respectueusement l'offre, mais rassure le lapin de sa détermination à devenir assez fort pour protéger ceux qu'il aime. Le lapin qui donne des coups de pied accepte la décision de Yuya et lui dit de rassembler son courage, car leurs séances d'entraînement vont devenir de plus en plus intenses à partir de maintenant. Avant de reprendre leur entraînement, le lapin qui donne des coups de pied demande à Yuya de lui apprendre un peu de magie afin qu'il puisse aussi contribuer à protéger le monde du mal. Yuya accepte et, dans le cadre de leur accord, le lapin coup de pied insiste pour que Yuya affronte le roi sanglier Mithril pour se venger. Malgré des difficultés au début, Yuya parvient à vaincre la puissante créature, se surprenant même lui-même. Plus tard, le lapin de coup de pied avertit Yuya que le niveau de malveillance qu'ils vont affronter est bien plus dangereux que tout ce qu'il a rencontré jusqu'à présent et qu'il ne peut pas y faire face seul. Cependant, grâce à leur entraînement intensif, Yuya évolue vers une version plus forte et plus capable de lui-même. De retour dans le monde réel, Yuya assiste au tournoi de balle où le président lui rappelle de bien paraître puisqu'il est la vedette de l'événement. Alors que le match de ping-pong commence, Yuya est salué par son adversaire qui ressemble au cousin de The Rock. Voyant l'homme intimidant sur le court, la secrétaire du président informe que l'adversaire de Yuya est connu dans le monde du ping-pong comme le sniper. Fidèle à son nom,
le sniper domine le premier tour, mais en tant que protagoniste, Yuya parvient à renverser la situation et à gagner sans transpirer. Après avoir dominé chaque match du tournoi, Yuya est approché par une Kaori à l'air inquiet. Lorsqu'on lui demande si elle va bien, Yuya découvre que le partenaire de Kaori pour le match de badminton s'est blessé. Il accepte de prendre sa place en tant que partenaire pour le prochain match. Une fois le match commencé, Yuya se rend vite compte que le précédent partenaire de Kaori s'est blessé parce que, eh bien, Kaori est absolument terrible badminton. Désolé, Yuya relève le défi et porte tout le match, tout comme il porte toutes les missions. Heureusement, ses efforts finissent par porter leurs fruits, car Yuya reçoit un baiser surprise de Kaori comme récompense. Dans son bureau, la présidente succombe au charme de Yuya et dévoile son plan pour le faire travailler de force dans son entreprise. Pendant ce temps, chez lui, Yuya reçoit des cours particuliers de Kaori. Alors que Yuya remercie Kaori de l'avoir aidé avec les mathématiques, Yuya lâche ensuite qu'il est bon en langue grâce à ses compétences en compréhension linguistique, ce qui laisse Kaori perplexe. Yuya essaie rapidement de couvrir cela en plaisantant qu'il est juste un peu bizarre. Un jour auparavant, Kaori et Yuya rentraient ensemble lorsqu'elle lui a parlé de leurs examens à venir. Un peu inquiet, Yuya a avoué qu'il n'est pas très bon en mathématiques, ce qui est compréhensible puisqu'il n'avait pas pu compter ses calories pendant la majeure partie de sa vie. Kaori était surprise et a remarqué qu'elle ne s'attendait pas à ce que Yuya ait des difficultés avec quoi que ce soit. Sans hésitation, elle a proposé de l'aider avec les mathématiques de base chez lui. Dans le présent, Kaori sourit triomphalement, pensant qu'elle a pris l'avantage sur les nombreuses admiratrices de Yuya. Alors qu'elle s'excuse poliment pour aller aux toilettes, Yuya reste à réfléchir sur le fait que c'est la première fois qu'une fille vient chez lui. Après quelques minutes, Yuya commence à s'inquiéter que Kaori soit tombée malade, alors il va vérifier et la trouve debout devant l'entrée du portail vers l'autre monde. Kaori s'excuse rapidement, expliquant qu'elle a ressenti une sorte d'attraction pour entrer dans la pièce. Nerveusement, Yuya lui dit que la pièce est connectée à un autre monde. Yuya demande à Kaori de toucher la porte, révélant que seules les personnes qui l'approuvent peuvent entrer dans le portail. Encore confuse, Kaori demande ce qu'il entend par un autre monde. Yuya explique alors que l'autre monde est différent de la Terre et contient de la magie, des monstres et de puissants êtres maléfiques. Pour prouver son point, Yuya utilise sa magie pour créer une boule d'eau. Étonnamment, Kaori le prend bien, ce qui pousse Yuya à l'inviter à visiter l'autre monde. Lorsque Kaori accepte l'invitation, elle est émerveillée par les paysages de l'autre monde. Soudainement, la fenêtre de statue apparaît et Yuya explique le concept de statue, révélant que tout dans ce monde est mesuré en chiffres. Il admet qu'il a utilisé ce monde pour se transformer à partir de ce qu'il était, trichant essentiellement pour ne plus être peu attirant. Au lieu de le juger, Kaori fait promettre à Yuya de lui montrer autour la prochaine fois. Pendant ce temps, au palais, le roi Arnold se renseigne sur l'endroit où se trouve Yuya auprès d'Alen lorsque Luna intervient, admettant que Yuya n'a pas pu venir parce qu'elle a perturbé son emploi du temps avec une attaque contre Lexia. Le roi furieux ordonne l'exécution de Luna, mais elle le neutralise rapidement avec ses cordes tranchantes. Lexia intervient, exhortant son père à faire confiance à sa décision, ce qui amène le roi Arnold à reconnaître Luna comme la nouvelle garde du corps de Lexia. Ailleurs, un homme masqué reçoit la nouvelle que le célèbre chasseur de têtes est devenu le garde du corps de Lexia. Après avoir appris les plans du roi d'inviter un noble du grand territoire démoniaque, il décide qu'il est temps de frapper son père, le roi. Il ordonne à son assistant en cap de déployer une barrière de scellement magique qui rendra le roi et son entourage sans défense. Lorsqu'on lui demande quel problème pourrait survenir, l'homme masqué révèle qu'il a l'intention de rejeter la faute sur le noble des régions sombres si quelque chose tourne mal. Après avoir pris une courte pause de l'école, Yuya se rend à la capitale royale pour rencontrer le roi. En chemin, il vit le rêve d'un amoureux des créatures poilues, rencontrant des personnes avec de la fourrure et des queues. Il s'arrête dans la boutique d'un commerçant et donne des épices japonaises aux marchands, ce qui le fascine, et il propose à Yuya 100 pièces d'or en échange. En arrivant à la capitale royale, Yuya est chaleureusement accueilli par Owen. Cependant, son audience avec le roi prend une tournure maladroite lorsque le roi Arnold l'accuse de séduire sa fille, Lexia. Les choses s'aggravent lorsque Yuya offre un lit à Lexia en cadeau, ce qui met encore plus en colère le roi. Owen explique que dans leur pays, offrir un lit à quelqu'un revient à une demande en mariage. Juste au moment où les choses s'intensifient, un groupe d'hommes en cap fait irruption dans le château, avec l'intention d'attaquer le roi Arnold et Lexia. Avant qu'ils ne puissent exécuter leur plan, Yuya les neutralise rapidement. Avec le palais confronté à une menace sérieuse, Owen se tourne vers Yuya et lui demande de veiller sur la princesse Lexia, assurant sa sécurité pendant la crise. Ne sachant pas quoi faire, Yuya regarde Lexia pour obtenir des conseils, mais la princesse répond joyeusement en exprimant son intention de visiter la capitale royale avec lui.
Luna, qui serre toujours un peu trop les fesses, intervient en rappelant Alexia que sa vie est actuellement en danger et que ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour faire du tourisme. Cependant, la princesse têtue rejette les préoccupations de Luna, insistant sur le fait que puisque tout le monde sait que le coupable est son grand frère, elle devrait aller bien. Alors que Luna et Lexia commencent à rivaliser pour attirer l'attention de Yuya, les choses deviennent tendues. C'est à ce moment qu'Owen intervient gracieusement pour désamorcer la situation. Il propose de guider personnellement Yuya à travers la ville, mais cette suggestion laisse Lexia visiblement mécontente, car elle veut clairement toute l'attention de Yuya. Observant la réaction de Lexia, Owen finit par céder et trouve une autre approche. Il suggère qu'il maintiendra une distance respectueuse et veillera à la sécurité de la zone, tandis que Luna accompagnera Lexia pour garantir sa sécurité. Malheureusement, le plan révisé d'Owen tourne au vinaigre assez rapidement, car les spectateurs commencent à louer Yuya pour être accompagné non pas d'une, mais de 2 belles femmes accrochées à ses côtés. En poussant un soupir, Yuya décide de prendre les choses en main, s'assurant que Lexia reste en sécurité tout en gérant l'attention indésirable. Peu de temps après, Yuya, Lexia et Luna tombent sur une guilde des aventuriers, ce qui suscite immédiatement l'intérêt de Yuya. Remarquant sa curiosité, Luna suggère qu'ils devraient tous les deux s'inscrire comme aventuriers. Lexia, ne voulant pas être mise à l'écart, se montre visiblement agacée et rappelle à Luna qu'elle est déjà employée en tant que garde du corps. Luna, cependant, sourit à Lexia, la défiant de s'inscrire également. Dans le cadre du processus d'inscription, Yuya reçoit pour instruction de la réceptionniste de poser sa main sur une boule de cristal pour évaluer sa puissance magique. À la stupéfaction générale, le cristal se brise dès que Yuya entre en contact avec lui, laissant les spectateurs abasourdis. Pour ajouter à la surprise, la réceptionniste découvre que Yuya possède la capacité de maîtriser tous les pouvoirs élémentaires, ce qui est complètement inédit. Se sentant un peu dépassé par toute la tension, Yuya pousse un soupir de soulagement, remerciant silencieusement sa pensée rapide de ne pas avoir écrit l'étendue complète de ses capacités magiques, car cela aurait probablement causé une agitation encore plus grande. Après avoir officiellement accueilli Yuya comme nouvel aventurier enregistré, Amelia, la réceptionniste, l'informe qu'il est libre de sélectionner les missions de son choix. Juste au moment où Yuya est sur le point de voir ses options, une aventurière nommée Grana apparaît et essaie immédiatement de le séduire. Yuya, en lui faisant des avances audacieuses. Cela ne plaît pas à Lexia et Luna qui disent furieusement à Grana de faire la queue comme tout le monde. Yuya, se sentant pris entre les femmes en compétition, décide de se concentrer sur la tâche à accomplir. Plus tard, Yuya et les filles travaillent dur pour chercher des herbes médicinales, mais leurs efforts sont bientôt interrompus lorsque Owen vient en courant informer Yuya qu'ils ont réussi à identifier l'emplacement du prince Rhaegar. Sans hésitation, Yuya part avec Owen et alors qu'ils se préparent à partir, Owen demande à Luna de s'assurer que Lexia est raccompagnée en toute sécurité au palais. Pendant ce temps, le prince Rhaegar, maintenant acculé et désespéré, envisage de se suicider pour éviter de faire face aux conséquences de ses actes. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, Yuya intervient juste à temps pour empêcher Rhaegar de se faire du mal. Sortie de nulle part, une fille mystérieuse apparaît sur la scène, affirmant que Rhaegar a échoué dans sa mission. Confus, Rhaegar essaie de communiquer avec elle, lui rappelant que c'était son plan depuis le début de le couronner roi. Mais à sa grande surprise, elle révèle sa vraie intention. Elle voulait seulement le mettre au pouvoir pour pouvoir initier une guerre qui apporterait une destruction massive à l'humanité. Après avoir clairement exprimé ses intentions, la mystérieuse fille déclare son plan pour annihiler l'humanité et tente d'éliminer toutes les personnes présentes sur les lieux. Cependant, Yuya intervient rapidement et réussit à repousser ses attaques, la forçant à battre en retraite temporairement. À son retour au château, Owen informe Yuya qu'une réunion aura lieu pour déterminer le sort du prince Rhaegar. Prenant conscience de la gravité de la situation, Yuya se rend à la salle d'audience où il est confronté à la vue du corps déformé de Rhaegar. Alors que Lexia et le roi Arnold détournent le regard, ne voulant pas faire face à l'état défiguré de Rhaegar, ce dernier exige amèrement qu'il reconnaisse les cicatrices qu'il a subies à cause de l'éruption magique de Lexia. Le roi Arnold intervient, exhortant Rhaegar à mettre fin à son discours, soulignant que ses blessures devraient être guéries maintenant. Cependant, Rhaegar révèle l'ampleur réelle de sa souffrance. Après avoir été frappé par la magie de Lexia, son corps a été jeté dans des convulsions violentes et incontrôlables, le brisant à tel point qu'il s'est infligé davantage de tourments. Se tournant vers Lexia, Rhaegar exprime sa haine envers elle, blâmant la princesse pour la douleur qui l'a conduit à son isolement de tout le monde. En écoutant l'histoire pitoyable de Rhaegar, Yuya ne peut s'empêcher de se rappeler ses propres jours de tourments, sympathisant avec la souffrance du prince. Malgré sa douleur, Rhaegar dit clairement qu'il ne veut pas d'arc de rédemption. Au lieu de cela, il demande simplement la mort. Mais Yuya, ne voulant pas le laisser finir ainsi, avance avec une potion de soin à la main.
il l'utilise pour guérir les cicatrices de brûlure de Rigar, déterminé à l'aider à trouver la paix. Pourtant, Rigar rit amèrement, affirmant que même si ses blessures physiques sont guéries, sa mort est inévitable. À ce moment, Lexia prend la parole et s'adresse à son père, exprimant son désir de pardonner à Rigar pour sa tentative de la tuer. Avec ses péchés pardonnés, Rigar exprime sa gratitude envers Lexia et Yuya pour leur gentillesse et pour l'avoir sauvé du désespoir. Le jour suivant, Yuya est confronté de manière inattendue à la mystérieuse fille qui déclare son intention de l'éliminer. Pendant ce temps, Kaori, dont le monde entier semble tourner autour de la recherche d'ennui, entre dans l'autre monde au pire moment possible, juste lorsque Yuya affronte l'un de ses ennemis les plus dangereux. Heureusement, le Kick Rabbit arrive juste à temps, faisant face à la fille, qui révèle que son nom est Yuti. Il supplie Yuti de renoncer à sa voie de vengeance, mais elle reste déterminée, proclamant qu'elle vengera son maître, trahi et tué par des humains. Après sa déclaration dramatique, Yuti déchaîne son pouvoir de malveillance, menaçant tous ceux qui sont présents. Pourtant, juste au moment où la situation semble désespérée, Akatsuki intervient, utilisant sa pureté pour surmonter la négativité de Yuti et la maîtriser. Avec Yuti maintenant vaincu, le Kick Rabbit suggère en plaisantant à Yuya qu'il devrait simplement l'ajouter à son harem toujours croissant, révélant qu'elle ne peut plus utiliser ses pouvoirs maléfiques. Avec la crise évitée, les choses retournent progressivement à la normale, et Kaori finit par se lier d'amitié avec les diverses admiratrices de Yuya venant de l'autre monde. Quant à Yuya, il continue à vivre sa vie en tant que héros charismatique qu'il est. A votre avis, qui est la meilleure fille dans le résumé d'aujourd'hui? Commentez Yuya Mogisa, et si vous aimez les résumés d'anime, alors regardez cette vidéo ici.